Yaorana, bonsoir à tous. C'est l'heure du débrief, 52 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. Une école au bord de la crise de nerfs, c'est ce que titraient nos confrères de Tahiti Info il y a quelques jours à peine. Un constat que beaucoup de parents semblent partager. Harcèlement, violence physique, humiliation qui tournent sur les téléphones et sur les réseaux sociaux. Sommes-nous à un point de bascule en Polynésie ? Nos enfants sont-ils exposés plus tôt à cette violence ? Et surtout, que peut-on faire pour endiguer ce phénomène ? Les violences, les comportements violents ne sont pas nouveaux et pourtant ils s'installent de manière plus pérenne et ils changent de forme. Ce soir, je vous propose de débriefer de la violence à l'école avec Nathalie Novelli, chef du département de l'orientation et de l'insertion à la DG2E. Yaorana. Heinui Lecaille, président de la commission éducation, jeunesse et sport à l'Assemblée de Polynésie. Bonsoir. Yaorana. Avec nous également Marianou Routier, secrétaire territorial du syndicat enseignant SNETA FO Polynésie. Yaorana. Yaorana. Je précise que tu représentes les collèges et les lycées. Et Iris Tehaoui, maman d'une élève harcelée, tu nous partageras ton expérience. Bonsoir Yaorana. Yaorana. Merci à tous les quatre d'être sur ce plateau. Et pour commencer, pour mieux comprendre la réalité que vivent nos jeunes, nous allons écouter un extrait d'un reportage de TNTV où des élèves du collège de Tiperui partagent leur expérience concernant la fréquence des bagarres dans leur établissement. On écoute. Hier, il y a une fille qui est partie à l'hôpital. Mardi, il y a eu 7 bagarres en 1 heure pendant la pause méridienne. Je pense que les élèves ne se sentent pas en sécurité. Hier, il y a eu 3 bagarres au moins. On m'a bousculé, j'étais sous le choc. Je voulais que ça s'arrête les bagarres. On vit un peu dans la peur de se faire frapper, de se faire tabasser, d'être impliqué dans une bagarre alors que t'as rien fait. Au début, ça allait, c'était pas très régulier, mais là, ça commence vraiment à nous faire peur. Par exemple, on pourrait mourir demain parce qu'il y a beaucoup trop de bagarres. On aimerait bien que ça s'arrête. On aimerait bien que ça s'arrête. On pourrait mourir. C'est quand même des mots qui sont forts. Comment est-ce que vous réagissez à ces témoignages ? Parce que ce sont les enfants qui parlent directement. Inouï. Pour ce qui est de Tiperui, soyons rassurés, ça s'est beaucoup apaisé. Ça date d'il y a à peu près 6 mois, hein, ce reportage. Ça s'est quand même apaisé. Il y a une réunion aussi avec des parents. Les parents d'élèves ont demandé aussi à être informés de la situation. Qu'est-ce que c'est le harcèlement scolaire? Comment est-ce qu'eux, à leur niveau, peuvent aider leurs enfants? Avec, bien sûr, la direction et les enseignants. Donc ça, il me semble que ça a été mis en place. C'est spécifique au collège de Tiperui, mais de manière générale, quand on entend ça dans la bouche d'un enfant, c'est quand même... C'est dur. C'est dur. Ouais, C'est dur. Donc maman, Là, j'ai les larmes aux yeux, je me retiens de ne pas pleurer, mais c'est dur d'entendre ces mots-là de la part des enfants. Hein. Et d'autant plus que ce sont des mots aussi qu'au collège de ma fille, j'entends souvent aussi de la part des élèves. Hein. Et ce sont des mots, voilà, qui en fin de compte... Dur. Oui, fort, dur. c'est ce que Oui. tu disais. Marianou, en tant qu'enseignant, c'est ce que tu as déjà entendu dans les couloirs des écoles? Oui, du moins, il y a déjà eu des cas concrets. Du moins, je n'ai pas souvenir exactement, mais il me semble qu'au collège de Papa, à une époque, il y avait eu un décès d'un élève. Je ne sais plus si c'était en lien avec une bagarre dans l'établissement. Du moins, même au niveau enseignant, il y a des craintes aussi par rapport à arriver un jour à un drame en établissement. Mais après, il faut dire que, du moins, comme ça a été dit au début, les violences existaient même à notre époque à nous. Mais il y a des périodes aujourd'hui avec les élèves où on voit, on ne sait pas expliquer pourquoi. Mais dans certains établissements, on voit une augmentation sur une période des faits de violence. Mais on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça dans plusieurs établissements. Alors, la Direction générale de l'éducation, j'imagine que ça revient directement jusqu'à vous Oui. régulièrement. Oui, bien sûr, toutes les situations reviennent vers nous. Je voudrais juste dire que on a pu imaginer qu'à un moment en Polynésie française, on allait échapper à cette situation de tension entre élèves, parfois d'une même classe ou même d'autres classes. D'autres établissements même. établissements, ça arrive. Mais comme disait
mon voisin, ça existait déjà auparavant. Aujourd'hui, il faut être très clair, nous sommes aussi dans une situation parfois de rencontre de jeunes qui ne se fait pas aisément. Hein, ça, c'est une réalité. Et donc, il y a tout un travail que je pense que je pourrais expliquer juste ensuite. On se compare souvent par rapport à la France hexagonale avec les titres qui nous font peur et qui, bien sûr, ne vont pas rassurer les parents. Soyons rassurés, il n'y a pas plus qu'avant. C'est la médiatisation qui fait que ça apparaît énorme. Et moi, je comprends quand les parents, et je te comprends, et Iris, quand tu t'exprimes, parce que j'ai reçu des parents avec ma collègue Bettina Tinorua, qui est chef du DV3E, on comprend vos angoisses, on essaie justement d'apporter les réponses les plus adaptées en fonction de la situation. La personnalisation, il n'y a rien de mieux. C'est le travail qu'on engage dans les établissements. Mais moi, je vous comprends. Il faut aussi qu'on apaise la tension des parents, la tension des élèves, et puis également, c'est quoi aller à l'école ? Il ne faut pas confondre que tout ce que nous faisons, c'est dans le cadre d'une communauté éducative, et donc les parents font partie de cette communauté éducative, on n'exclut personne de cette réflexion. Voilà. On va y venir de toute façon qu'effectivement, tout ne repose pas sur l'école. Cependant, tu disais, c'est pas plus qu'avant. Mais justement, dans le même article de Tahiti Info, on pointe du doigt qu'il n'y a pas de chiffres aujourd'hui. Est-ce que ça ne nourrit pas finalement, si on avait des chiffres, est-ce que les parents seraient pas un peu plus rassurés ? Est-ce que ça nourrit pas cette peur du public parce qu'on n'a pas de données claires qui permettraient d'avoir un peu d'être un peu rassuré ? Alors, il faut être très au clair dans toutes les académies, en tout cas de la France hexagonale. Il n'y a pas de données de ce type communiquées. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a aussi tout un travail qui est engagé pour vérifier ce qui a pu être fait en amont, qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut rassurer, comment on peut organiser. L'accueil d'un élève, c'est essentiel. Pour moi, et je pense que c'est en tout cas le sens que nous, on arrivera à donner tous ensemble, c'est faire en sorte que nos enfants, nos élèves aillent à l'école avec le sourire et le plaisir de se dire que je vais apprendre, je vais rencontrer d'autres personnes. Mais ça prépare. Et c'est là où je pense qu'on a beaucoup à faire tous ensemble, parents, nous, éducation, toute la communauté éducative. Je parle aussi des Tavana et des adultes relais, etc. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, mais... La réalité reste quand même qu'il y a des enfants qui vont à l'école avec cette boule au ventre. Quel regard le politique a sur ça ? On est très attentif au climat scolaire. La commission d'éducation, depuis plus d'1 an maintenant, accueille la commission d'éducation de l'Assemblée. Elle va voter les comptes financiers surtout des établissements du secondaire. Donc, dans ce cadre-là, collège et lycée. Donc, dans ce cadre-là, à chaque commission, on invite un représentant des parents d'élèves, un représentant des élèves, un représentant des professeurs, les directions, plus la DG2E. Donc, on est très attentif à ça et surtout au bilan d'activité de ces établissements dans lesquels on va voir quelles sont les difficultés qu'ils ont remontées, qu'ils ont rencontrées durant l'année. Maintenant, il est vrai que tout n'est pas spécifié dans ce bilan d'activité, dans son bilan pédagogique aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin du témoignage de chaque acteur de l'éducation dans avoir nos des chiffres, ça vous aiderait ou pas ? Oui, moi j'aimerais bien avoir des chiffres et je me demande s'il ne faut pas qu'on lance un vrai plan anti-harcèlement, anti-violence scolaire, quoi. Avoir le nombre de signalements, avoir le nombre d'expulsions, voir l'évolution d'année après année. Moi, j'aimerais bien qu'on lance ça. D'ailleurs, c'est le sujet des violences scolaires. Il y a déjà eu une mission d'information qui s'est organisée sur ce sujet-là en 2022. Nous, on va le reprendre cette année. Et ensuite, on va rediscuter avec les différents acteurs de l'éducation pour voir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et comment on pourrait faire évoluer déjà par rapport au constat de 2022, les préconisations qui ont été faites et voir comment on peut faire évoluer ça. Il faut vraiment qu'on soit tous ensemble. C'est une co-construction et c'est une collaboration
de tous les acteurs, des institutions, Comme l'a des dit parents. Nathalie, hein, tout le monde doit être Oui. impliqué, profondément impliqué dedans. Il y a un plan justement d'accompagnement, hein, parce que bien entendu, depuis de nombreuses années, Alors, on travaille sur le climat scolaire et le bien-être On de nos va élèves. venir aux Donc je vais solutions. peut-être... J'aimerais qu'on continue juste sur cet Oui. état des lieux, sur où on en est aujourd'hui. Iris, je le disais en introduction, tu es la maman d'une jeune fille, Oui. une jeune adolescente qui a été harcelée. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce parcours? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment tu as été soutenue éventuellement? Comment tu as vécu tout ça? Eh bien, déjà, ça m'interpelle ce que mon voisin dit. Et puis, en fait, parce que j'ai pas reçu ce soutien-là de l'école. Ça a Honnêtement, commencé comment? ça a commencé en primaire. Elle était en CP jusqu'en CE1, milieu d'année. Donc, à peu près 2 ans, voilà, environ 2 ans. Et puis, bon, plus tard, ça s'est calmé. Ça a recommencé au collège. C'était du harcèlement? C'était quotidien? C'était quotidien. Tous les jours, elle revenait dégoûtée de sa journée, où elle me disait, maman, bon, je nommerai pas, hein, mais maman, machin m'a encore embêtée et tout. Et presque, mais quasiment tous les jours, elle rentrait, elle se rendait malade, elle voulait plus aller à l'école, alors elle adorait l'école, Mm. franchement, hein. Et c'est un élève Oui, qui c'est était un en élève permanence. qui, voilà, pratiquement tous les jours et toute la journée et tout. Alors, j'ai signalé, bien sûr, je suis allée voir l'enseignant, voilà, j'ai frappé aux portes, j'ai fait ce que j'ai pu, moi, en tant que maman, hein, Mm. parce que Ça- c'est dur, c'est éprouvant déjà pour moi-même, mais Bien pour sûr. mon enfant, bien Ça sûr. passait par quoi, ce harcèlement? C'était des bousculades, c'était tirer les cheveux ou lui dire oh t'es grosse, oh t'es moche, et puis toute la journée comme ça, à la moindre occasion, à la récréation ou en classe, mais vraiment, hein, la moindre occasion était la bonne pour cet élève. Attention, je ne blâme pas l'élève parce que je considère aussi que le harceleur, hein, est quand même une victime de son environnement, hein. Et ça, je me suis toujours montrée aussi compréhensive et peut-être même un petit peu trop. Peut-être c'est peut-être pour Oui, ça on a que... tendance parfois à minimiser en disant ah, c'est des enfants, ils comprennent pas bien. Exactement. Et c'est le discours justement que le personnel de cette école me rabâchait tout le temps. C'est que oh, ce sont des enfantillages. Oh, c'est un cas, oh, celui-là, t'inquiète pas. Oh, oui, on verra ça. Mais derrière, personnellement, je n'ai reçu aucun retour. Il n'y a jamais eu de retour de... T'as pas été prise Voilà. au sérieux. Non, Le cas pas n'a pas du été tout. pris au sérieux. Pas du tout, ça n'a pas été pris au sérieux. Et du coup, moi, je ne savais pas comment gérer. Personne aussi m'a orienté vers qui que ce soit. C'est seulement en 6e, alors du coup, quand elle est entrée au collège, que l'APE du collège avait organisé un café des parents sur le thème justement du harcèlement. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai su que, tiens, le Farid Tamaho peut aider aussi les élèves. Et je peux, en plus, c'est gratuit. Et merci, tu vois. Et mais quand même, des années ont passé pour que j'ai cette information. Et pourtant, je peux vous dire que j'allais régulièrement. J'ai fait beaucoup de lettres, beaucoup de courriers, beaucoup de mots dans le On t'a cahier. jamais orienté Mais en fait. jamais, on m'a jamais orienté. Et du coup, pour la période scolaire au collège, c'était en 6e. Elle est revenue. Ça a recommencé. Oui, ça a recommencé. Et toujours le même garçon. Ils étaient plutôt 2, mais surtout un. Et puis, elle me revenait à l'école. Il m'a encore piqué mes stylos. Il m'a encore tiré les cheveux. Il m'a bousculé dans les escaliers. J'ai failli tomber. Il n'arrête pas de me dire « Oh, t'es moche. Oh, t'es grosse. Oh, machin. » Mais vraiment, c'était régulièrement comme ça et très souvent. Et du coup... heureusement, ce café des parents où du coup j'ai pu faire accompagner ma fille. Et pourtant, tu sais, on a cette facilité, elle et moi, de discuter depuis toujours. Et je pense aussi que ça a permis à la maintenir un petit peu à flot. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que justement, durant cette période en 6e, elle se scarifiait et moi, j'en savais rien. Ah oui. C'est allé à un stade au-dessus. Comment vous réagissez, Marianou, Nathalie ou Rinoui, à ce genre d'histoire, hein? Du moins, cette histoire, après, en tant que parent, Elle te touche forcément. les difficultés qu'elle rencontre, je rencontre avec
un de mes enfants qui est en maternelle avec le même type de situation. Après, pour revenir au sujet, en fait, la violence, il y a la partie physique. C'est celle qu'on a vue dans le reportage où il y a des bagarres. Mais il y a une partie psychologique qui est liée au harcèlement et il y a la partie harcèlement visible où l'enfant peut s'exprimer auprès du parent. Mais il y a une partie parfois qui est invisible et qu'on retrouve à travers les réseaux sociaux. Et ça, c'est un danger qu'en tant que syndicat, on avait fait remonter il y a 4-5 ans. Avec l'émergence des réseaux sociaux, nous, on a cette inquiétude et la scarification comme le suicide, c'est une issue qui malheureusement est fatale, mais c'est une issue qui peut exister, qui ne doit pas exister. Après, sur les dispositifs, en tant qu'enseignant, ça fait 15 ans que j'enseigne maintenant. J'ai pas souvenir qu'on nous ait formés à ce sujet. Parce qu'à la base, la place de l'école, c'est pas forcément d'orienter les parents. Après, j'entends parce que je suis parent aussi. Mais je pense que des fois, les enseignants sont démunis aussi parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Et généralement, quand on a un élève qui est un peu à des perturbateurs, dans des classes où, par exemple, en maternelle, ils sont 30, les instituteurs ou professeurs des écoles, ils sont démunis et ils ne savent pas quoi faire. Et malheureusement, derrière, c'est le parent qui n'est pas informé des possibilités. Justement, et c'est ça qu'il manque en fait. Déjà, j'aimerais dire que le harcèlement, il faut que tout le monde se rende compte que c'est vraiment l'affaire de tous. Et c'est ce que j'ai pu remarquer justement à mes dépens et aux dépens de ma fille, que c'est l'affaire de tous. Déjà, il n'y a pas assez d'informations, mais même la définition elle-même du harcèlement, elle est floue pour tout le monde. Personne n'a la même version. Et ça, c'est un problème. Et plusieurs fois, j'ai posé la question parce que quand j'allais signaler et tout, on me répondait « Oh, c'est pas encore du harcèlement ». En fait, le harcèlement, c'est à partir du moment où il y a de la répétition. Oui. Exactement. Et que ça entraîne une nuisance. Donc, c'est un acte répété régulièrement qui entraîne une nuisance vis-à-vis, bien sûr, d'un élève. Et ça peut être un élève, voire un ensemble d'élèves. Ça peut être un élève avec ceux qui regardent. Donc, je suis sincèrement désolée pour ta fille, parce qu'on ne veut pas voir nos enfants dans cette situation. Et c'est là où nous tous ensemble, on doit arriver à se mobiliser pour justement que tout ce que nous pouvons faire les uns et les autres porte ses fruits. C'est-à-dire l'éducation à sa part, comme disait mon voisin, moi à l'époque, je n'ai pas eu forcément de formation. Nous, c'est ce qu'on met en place aujourd'hui, depuis quelques années, mais on va dire qu'on peut encore le développer encore plus rapidement, plus loin. Et surtout, qu'on partage bien c'est quoi la notion d'utilisation du téléphone. Tout à l'heure, tu parlais en termes de psychologie. C'est très, très important. Aujourd'hui, la violence, elle n'est plus physique. Elle est psychologique. Et surtout, elle ne s'arrête plus au moment où on sort de l'école. Voilà. Exact. Elle continue à la maison, elle continue en silence dans les chambres de certains adolescents parce qu'ils ont ce téléphone, parce qu'ils sont liés au reste du monde aussi en permanence. Ça, c'est une réalité. Au début du mois, il y a été organisée l'Assemblée junior. C'est l'Assemblée des élèves de cycle 3 à l'Assemblée de Polynésie. Le thème, c'était le bien-être à l'école. Ils ont proposé, ils sont concentrés sur la question de la violence scolaire. Eux ont proposé, par exemple, notamment dans les écoles, qu'ils aient à disposition une petite boîte pour laisser un petit message si ça ne va pas pour l'enseignant, et surtout de former les enseignants. Et aussi former les parents à la question du harcèlement scolaire, qu'est-ce que c'est, à la gestion du conflit, à l'empathie. J'allais rebondir sur ce que tu disais parce que moi j'ai eu le sentiment qu'il y a eu quand même beaucoup de campagnes qui ont été faites. Il y a eu même des concours de vidéos qui ont été réalisés par les élèves eux-mêmes. Alors peut-être pas pour l'école primaire. C'est vrai qu'il y a de la prévention, mais le discours derrière que l'on reçoit concrètement, c'est en fait que l'école
ils minimisent trop Oui. le sujet. Tu vois? Et plusieurs fois où j'allais signaler, parce que du coup, ben, j'ai pris cette habitude de signaler régulièrement tout ce qui se passait. Et puis, t'as le personnel de l'éducation qui me répond, ah, mais il faut arrêter aussi de crier tout le temps harcèlement. C'est pas parce qu'on t'a Parce qu'on en a bousculé une tellement fois, parlé hein. aussi que... Voilà, hein. Hmm. Et ensuite vient le fait que peut-être qu'il manque de formation. Ok, je veux bien comprendre parce que, entre guillemets, c'est un truc assez récent, même si le harcèlement, il date vraiment depuis longtemps. Mais quand on sait les dommages que le harcèlement fait ben, sur toute la vie d'un enfant jusqu'à l'âge adulte, quand on sait les conséquences, je pense qu'on devrait arrêter de minimiser cette chose-là et le prendre vraiment au sérieux. Parce que des fois, on m'a aussi répondu, oh, elle n'a pas encore essayé de se donner la mort, c'est pas Oui, encore on n'est assez peut-être pas grave. obligé d'aller Il y a pas... Oui, jusqu'à c'est- cette... je pense Mais que- justement, et quand tu entends ça de la part des personnes vers qui tu te tournes, justement, moi, je confie mon enfant tous les matins ben, à l'établissement scolaire, mais quand tu entends ces personnes dire derrière, ah non, c'est pas encore assez grave pour qu'on prenne C'est en c'est compte, une vraie catastrophe d'entendre ça en tant que parent. c'est scandaleux. Hein, C'est franchement. inaudible même, j'imagine. C'est scandaleux. Est-ce qu'il y a des recours, je sais pas, par la suite, contre Oui. les établissements, Oui, oui. contre comment Alors, ça se passe? Ce qui se passe, c'est que toute personne peut remonter auprès de Stop Harcèlement la situation. Donc, c'est par ce biais-là aussi que... Alors, comment on fait pour aller sur Stop Harcèlement? Alors, C'est bah, ça la c'est- question. et Autant sur- profiter ce on a soir. notre page Facebook Stop Harcèlement. Donc, les parents ou même l'enfant peut nous envoyer un message. On a une ligne 2929 et donc on peut nous contacter. Nous, on prend les informations. On va aussi croiser avec l'établissement parce que parfois l'établissement n'a pas forcément tous les éléments et nous, on veut comprendre ce qui se passe et comment on accompagne, parce qu'il n'est pas question que nos enfants aillent à l'école avec la boule au ventre. Ce que je disais, c'est que nous, on attend que notre jeunesse aille à l'école avec le sourire et justement dans le cadre de l'envie d'apprendre, de découvrir et de partager. Rien de mieux d'être tous ensemble et de se découvrir et d'apprendre et de partager. En revanche, si un événement se passe, s'il est répétitif et que ça va entraîner une nuisance, parce que la nuisance, elle va s'entraîner rapidement, ce que tu disais d'ordre psychologique, il faut nous mettre en alerte si vous êtes allé vous rencontrer le chef d'établissement, parce que ça, ce qui est important, c'est ça. Mais on peut passer au-dessus du chef d'établissement, on peut venir voir la DG2E directement. Il y a des par personnes, exemple. il y a des personnes qui nous envoient des messages, C'est ça qu'il faudrait, un nous on vrai accueille sans protocole. problème. C'est ça. C'est ce qu'il faudrait, un vrai protocole à suivre et à informer. Il faut informer les parents et leur dire, tiens, si vous soupçonnez votre enfant d'être harcelé, suivez ce protocole, allez voir telle personne, parce que ça, moi, j'avais pas. T'étais perdu. J'étais perdu. Et il y en a Je- un. Alors, Voilà. ouais. Et Inouï On m'a expliqué ça plus tard. hein. Oui, il y en a un, c'est le programme phare, PHARE, contre le harcèlement. Ça, c'est au niveau français. Mais il est très bien détaillé, avec un protocole à suivre pour le premier degré, un protocole à suivre pour le second degré, avec des formations pour les enseignants, informations pour les parents. Et je pense qu'on doit vraiment se concentrer sur ce programme-là, mais faire aussi le nôtre, qui soit plus adapté au nôtre. C'est ce que je dis, il faut qu'on mette en place peut-être un plan anti-harcèlement polynésien, avec aussi un suivi de l'évolution de la situation. Alors c'est fait, mais je l'expliquerai ensuite. Ensuite, il y a d'autres aussi programmes qui fonctionnent à l'international, comme le programme Kiva, qui lui va en fait travailler sur la communauté, sur les témoins, et ensuite avec un outil, c'est scientifiquement travaillé. Vous avez aussi des outils pour les enseignants, etc., les parents, etc., etc. Et il y a des jeux de rôle, tout ça. Je pense qu'il faut aussi prendre les programmes qui, à l'international, fonctionnent très bien. Prendre le meilleur de chaque programme pour en faire le programme. nôtre. Comme en Nouvelle-Zélande, il s'agit là de la réparation. Oui. Il y a différents programmes qui fonctionnent et on a vu à l'international que la violence scolaire se réduit jusqu'à 70%. Donc ça prenons marche, le meilleur ça peut d'ailleurs marcher. aussi et faisons notre propre programme en fait.
Mais Après, est-ce que notre numéro, il est vraiment gratuit? Est-ce qu'on a vraiment un numéro vert pour 29-29, il est gratuit? C'est le 30-10, 40, 30-18, il me semble, 30-19. Ah oui, En alors France, c'est le après, numéro français, ça. oui, c'est ça. Mais au niveau local, Alors, on a déjà un numéro gratuit? Non, j'ai pas, Encore, c'est pas le type de numéro Voilà. comme on a en français hexagonal. C'est pour cette raison qu'on passe par notre page Facebook. Qui est accessible à tout le monde, a priori. Mais Je justement, voulais, même- excuse-moi, oui, je voulais attends. juste poser une question à Marie-Anou, vraiment sur aussi le quotidien des enseignants. Parce que dans ce même article de Tahiti Info, on disait que la violence était même plus importante à partir du collège et du lycée. C'est quoi le quotidien des enseignants dans les collèges et dans les lycées? Est-ce que vous devez faire face à cette violence? Je pense notamment... il y a eu un fait il n'y a pas très longtemps d'une jeune fille qui a été forcée de se battre, qui a été filmée, qui a été mise sur les réseaux sociaux, une jeune collégienne et qui a été même jusqu'à l'extrême. Comment est-ce que vous gérez ça, vous, au quotidien? Est-ce que vous avez les outils? Les outils, pas forcément, du moins, c'est ce que je répète souvent en commission. Aujourd'hui, il nous manque du personnel. Après, il y a deux types de violences. Il y a du moins celle dont tu parles, je pense que c'est passé à l'extérieur de l'établissement. C'est vrai qu'on a un réel souci dans plusieurs établissements au niveau des abords de l'établissement, où les élèves profitent de sortir de l'établissement pour les violences physiques et celles qui sont gérées parfois en établissement par les adjoints d'éducation qui parfois essaient de gérer tant bien que mal les violences. Après, je souhaitais rebondir aussi sur une chose par rapport au harcèlement. La question, elle est peut-être comment ne pas arriver à ce harcèlement. Oui, c'est Parce ça. qu'aujourd'hui, C'est ça que je voulais rebondir, aujourd'hui, justement. comme l'expliquait ma collègue, pour arriver au harcèlement, il faut que ça soit répétitif. Mais en fait, il faut couper la chaîne avant qu'elle devienne Exactement, tout à répétitive. Et Exactement. moi, après, le harcèlement existe au niveau des élèves, mais existe aussi au niveau des travailleurs. Même chez les enseignants, on a du harcèlement Oui. managérial qui existe. Mais avant d'arriver à cette définition de harcèlement, on parle de risques psychosociaux. Oui, Et oui. c'est sur ces risques-là qu'il faut justement qu'on œuvre pour justement casser cette chaîne, pour éviter d'avoir Exactement. des élèves. Parce que je vais prendre mon exemple. Toute ma scolarité en collège-lycée, j'ai été harcelé, mais comme pas possible. J'ai survécu. Et moi, comme tu disais tout à l'heure, pas mort d'homme, mais psychologiquement, Ça marque. sur une longue période, ça marque. Et chez l'enfant, ça crée des blessures qui peuvent être Oui. inutiles. Parce que derrière, il se sent mal, veut plus aller à l'école. C'est pas la Aujourd'hui, ma fille a définition de perdu l'école. confiance en elle et c'est dur sûr. de voilà, qu'elle reprenne sa lumière, tu vois. Et qu'elle- si qu'elle avait des ça. élèves entre eux se permettent ce manque de respect vis-à-vis de l'être humain en tant que tel, est-ce que vous vivez aussi, on en entend souvent parler, tu le disais de la France hexagonale, que le manque de respect aujourd'hui qu'on peut avoir pour ces enseignants, cet oubli finalement des valeurs, du respect de l'autorité, est-ce que ça vous le vivez aussi? Est-ce que ça fait partie aussi des violences scolaires dont on peut parler? Certains collègues le vivent. Maintenant, Moi, j'ai eu le témoignage je d'une enseignante je- de Rangui qui m'a parlé Oui. de choses assez improbables. Mais... ne veux pas forcément minimiser, mais après, dans la formation des enseignants, on enseigne à mettre en place des rituels. En fait, la problématique en tant qu'enseignant, si dès le départ, les bases ne sont pas mises correctement, ça déborde rapidement. Donc après, c'est à chaque enseignant aussi de prendre ses responsabilités et à serrer la vis dès le début. Il y a certains collègues qui, dès le début, font presque copain-copain avec les élèves. Et derrière, Qui une marche fois pas que ça assez la limite. Oui. voilà, il y a plus de Il y a plus limite. C'est l'autorité. pour ça qu'après, l'enfant voit une faille et s'engouffre dans la faille pour mettre ce manque de respect. Il n'y a pas aussi, on allait dire, l'action des parents qui n'acceptent plus trop l'autorité non plus. C'est-à-dire Oui. qu'ils sont punis, Oui. ils ne sont pas contents. Oui. ou- Alors, ce que tu disais par rapport au rituel, tu as tout à fait raison. Ça, c'est essentiel. Le rituel, j'en parlais encore par rapport à un autre dossier. Pour moi, un professeur qui est à la porte, qui salue ses élèves, qui les installe, qui commence avec la date, un événement du jour, ça, tu as tout à fait raison. Un rituel, c'est essentiel. Ce que nous avons fait et ce qu'on aborde aussi avec les enseignants dans le cadre
de la formation, vous comprenez bien qu'on la développe pour toute la Polynésie française, autant du premier degré, du second degré, mais moi je dirais même de l'enseignement supérieur dans les lycées. On peut parler aussi de l'université. Et n'oublions pas que c'est une notion, le harcèlement, qui est liée tout d'abord au monde du travail, à la famille, et qui s'est déclinée au niveau scolaire. Aujourd'hui, c'est un délit, il y a des peines, etc. N'oublions jamais ça. Et moi, la partie empathie, accueillir l'autre, partager, est essentielle, se comprendre. Et le respect, et c'est aussi ce qu'on peut se dire ici, c'est qu'on peut s'appeler par son prénom et se tutoyer. Et c'est vrai que voilà, les élèves tutoient leur professeur. C'est normal. Et c'est tout à fait normal. En revanche, se tutoyer, c'est aussi marquer du respect. Oui. Et ça, il faut à un moment qu'on soit ensemble. Et certains parents le disent eux-mêmes, parfois on ne sait pas dire stop à notre enfant. Et le café des parents qu'on demande justement à développer dans tous nos établissements scolaires, c'est pour justement aborder ces thématiques et avoir du bon sens entre les parents. C'est-à-dire que ce n'est pas nous les spécialistes qui allons donner la bonne parole, c'est ensemble qu'on va trouver des réponses adaptées. Après, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des enfants qui ont des troubles. Il ne faut pas confondre le trouble et le problème de comportement. N'oublions pas que quand tu parles de trouble, c'est un trouble lié, trouble psychologique qui va être lié à une attitude, à des gestes qui parfois vont vous paraître vraiment tout à fait hors contexte, etc. Mais non, il ne faut pas oublier Gilles de la Tourette, des troubles de ce type. L'autisme, ce genre de choses. L'autisme, voilà, il faut se dire que ça existe, mais le principal, c'est de l'expliquer à l'ensemble des élèves, des professeurs, et de bien connaître comment on gère ces situations. Ensuite, l'adolescence, parce que tout à l'heure, tu expliquais, hein. Oui, parfois, les jeunes hommes comme les jeunes filles ne connaissent pas leurs limites. Donc, enquête identitaire aussi. Voilà, tu vois, un petit peu taquiner pour attirer le regard. Mais ça aussi, ça doit s'expliquer. Ça aussi, on doit expliquer que quand à un moment, une jeune fille ou un jeune homme a dit non, c'est non. Le non, c'est pas un non qui dit oui, c'est un non. Et là, il y a aussi toujours cette petite frange. Ensuite, il y a souvent un groupe qui regarde. Oui. Il faut que ce groupe qui regarde comprenne qu'il est aussi acteur. Ça, c'est important parce que il a un rôle dans il a un rôle. Parce que plus on regardera, plus ça continuera. Donc c'est le cas sur les réseaux sociaux, de la même manière. On glorifie ces moments de violence sur les réseaux, on se filme à tout prix pour ensuite vraiment le mettre sur les réseaux. Donc c'est réfléchi. Oui. Les enfants réfléchissent à ça aujourd'hui. C'est ça qui est quand même assez improbable. Et surtout, n'oublions pas que nos outils, par le biais de nos applications de téléphone, il y a quand même un âge limite. Oui. Et bizarrement... un âge minimum, on va dire. Au minimum, hein. Oui. Bizarrement, on a quand même des jeunes gens, des jeunes filles qui ont accès à des réseaux qui ne devraient pas avoir accès. C'est ce que j'expliquais à certains parents, il faut qu'on le fasse ensemble. Je peux comprendre qu'on se dise « Tiens, je vais lui donner le téléphone parce que tout le monde là arrive au collège, tout le monde là, ah là là, il va être mis à part. » On le fait, mais à côté de ça, il y a cette éducation. Et c'est ce que nous, on essaye. Je dis nous, DG2E, ministère, avec les professeurs, c'est cet enseignement de cet outil. Ça a été très vite, parce qu'au début, trop vite. Maintenant, il faut qu'on apprenne. Alors c'est sûr, il va falloir détricoter pour retricoter autre chose. Après, oui, c'est vrai que... Bon, moi, je ne suis pas du genre, allez, tiens, ton téléphone. Non, c'est vraiment... Le téléphone, c'est un outil. Premièrement, c'est pour ça qu'elle en a. À un moment donné, j'ai dit stop, j'ai arrêté, j'ai coupé, parce que ça dérivait sur autre chose. Mais c'est surtout aussi pourquoi on achète à notre enfant un téléphone, parce qu'à l'école, ils ont besoin, l'école, pour suivre leurs cours, etc. On leur demande de faire des recherches, on leur demande de scanner des QR codes, etc. pour avoir accès à telle ou telle plateforme, à tel ou tel cours, etc. Mais en fait, c'est un outil que nos adolescents, ils ont besoin. Maintenant, c'est vrai que on l'a créé, ce besoin. Iris, je suis désolée, mais en tant que maman, alors moi, mes enfants sont petits encore, donc ils n'ont pas
accès à ce genre de choses. Mais on l'a créé, ce besoin. On a été au collège sans avoir de téléphone. Enfin, je pense tous autour de cette table. Aujourd'hui, il y a même certains établissements qui interdisent les téléphones à l'intérieur du collège. Est-ce que ça, ce serait une piste au niveau Il me semble qu'il y a une de loi l'exécutif? Oui, Il y a une il y loi a une loi de qui pays existe sur déjà dans ce sens-là. le sujet pour les collèges. Le collège. Normalement, Les les collèges, collèges, téléphones sont sinon on interdits. arrête, c'est Si interdit. tout le monde parle en même temps, on va Oui, pas ça va s'entendre. plus Oui. s'entendre. Vas-y. Oui. Ouais, Ouais, pour les pays, il y a une loi de pays qui, Oui, pour oui. les collèges, interdisent l'introduction des téléphones portables. Et dans certains établissements, les chefs d'établissement mettent en œuvre tout ce qui est possible pour faire appliquer la réglementation. Mais ce sujet-là, on a déjà débattu dessus. Donc, avec l'ancien gouvernement, on avait été reçus, on avait parlé des difficultés qu'on avait, téléphone portable. Et ça mène à d'autres choses. Ça mène aussi à tout ce qui est boombox que l'on a dans certains lycées. En fait, on est dans une évolution où on a du mal à contrôler. Oui, mais alors, ce que disait Iris, ça veut dire que d'un côté, on leur demande d'avoir l'utilité du téléphone pour certains cours, tu disais, scanner des trucs, et en même temps, on dit que du coup, il faut... Mais c'est pas bien. Que c'est pas bien, voilà. Donc, c'est compliqué. Alors, le téléphone n'est pas obligatoire dans les cours. N'oublions pas qu'il existe aussi un temps d'accompagnement et de formation et d'enseignement concernant l'utilisation de l'outil numérique sous toutes ses formes. Il n'est pas question de mettre en difficulté nos élèves s'ils n'ont pas de téléphone pour scanner, pour aller rechercher quelque chose. Si ça se passe, il vaut mieux que nous, on le sache pour dire non, c'est pas comme ça. On revient en arrière et on repart. Non, l'idée, c'est si on peut utiliser un téléphone, pour plusieurs, pour montrer comment ça se passe, oui, mais il n'est pas question qu'on achète un téléphone pour pouvoir accéder à des cours. Là, on deviendrait... on perdrait un peu le sens de l'école. Oui, tout à fait. Et nous, De toute façon, il y a des tablettes numériques dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Donc, je suis un peu étonné qu'on exige des élèves qui utilisent leur téléphone, quoi. En plus, c'est des tablettes numériques fournies par la DG2E. Je suis un peu étonné. Au lycée, oui, je comprends. J'ai vu ça au lycée Gauguin parce qu'ils utilisent des manuels numériques. Bon, ils sont un peu plus grands. Mais au collège, je suis un peu étonné. Peut-être pas à l'école, mais tu vois, pour leurs devoirs à la maison, on leur demande de scanner des QR codes, de se rendre sur tel site, etc. pour leurs devoirs. Mais alors, du coup, moi j'ai un téléphone, j'en ai besoin, moi, et je ne peux pas constamment me séparer de mon téléphone. En fait, la problématique là-dedans, c'est pas tellement qu'ils aient des cours dessus, c'est la dérive que ça en fait. C'est-à-dire que du coup, ils sont connectés à ces réseaux qui amènent parfois du harcèlement, parfois à des violences, enfin en tout cas qui se filment bien dans sûr, les c'est à violences. nous parents Je de vais juste surveiller, recadrer par rapport à ça. Et justement, on revient aux parents parce que le temps va nous manquer. Il y aurait beaucoup de choses à dire très rapidement. Oui. Nous, on réfléchit, c'est une vieille idée. Hein. Même la Fédération des parents d'élèves nous en a parlé. L'accompagnement à la parentalité. Oui. Je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on revienne. C'est vrai que c'est ancien, mais il faut qu'on revienne énormément. sur cette Il faut idée-là. éduquer les parents, éduquer les enfants, parce qu'aujourd'hui, les parents ils savent plus comment éduquer leurs enfants avec toutes les nouvelles lois, tout. Voilà, ça change tellement vite. Il faut apprendre aux parents comment les éduquer. Il faut on généralise, mais tous les parents ne sont peut-être pas dans cette situation-là. Il y a effectivement... on parle là de carence éducative, c'est-à-dire que si on est dans un environnement violent, par exemple à la maison, on ramène finalement cette violence-là à l'école ? Moi, je dirais que il y a un adage qui dit que l'école est le miroir de la société. Et si la société va mal, ça se ressent à l'école ensuite. C'est les enfants qui sont les témoins de tout ça, qui l'expriment d'une certaine manière. Maintenant, si à la maison, le seul dialogue qu'ils ont, c'est plus de se faire gronder ou d'être, on va dire, violent, mais pas dans le dialogue, je pense qu'à l'école, ils reproduisent leur éducation, quoi. Ce que disait Iris tout à l'heure était très important. C'est pour ça que l'idée peut-être d'un accompagnement parental aujourd'hui, ça va être important. En plus, on a des parents qui sont des fois de plus en plus jeunes. On a aussi de plus en plus de familles monoparentales où les mamans doivent gérer leurs enfants et des fois elles sont complètement dépassées par leur comportement. Et peut-être que là, ça va les aider aussi surtout à aider leurs enfants dans leur savoir-être.
C'est ça la grosse difficulté aujourd'hui. Alors j'aurais du mal à mettre ça sur le dos des mamans monoparentales, étant Oui, moi-même oui. une Non, maman mais je veux dire, monoparentale. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on soit... certains parents qu'on sont soit dépassés, il faut qu'on les accompagne. Ça, c'est une certitude, mais qu'on soit seul, je pense qu'il y a quelque chose que Iris a dit tout à l'heure qui était très importante, c'était la communication avec son enfant. Être en capacité d'entendre, de prendre le temps, le soir, quand on rentre à la maison, de demander comment ça s'est passé la journée, de passer plus d'une minute à se dire ça va, oui, ok, et je passe à autre chose. Prendre ce temps-là, est-ce que pour toi, en tant que maman, c'est important? Ça a toujours été important depuis qu'elle était dans mon ventre et puis jusqu'à présent. Mais pour mes 2 enfants, c'est pareil. Communiquer, que mes enfants puissent se sentir à l'aise pour me parler de n'importe quel sujet, mais vraiment, même des sujets comme la sexualité, tu vois, qu'ils puissent m'en parler facilement. Ça, c'est important. Tout à fait d'accord. C'est très important pour moi. Je voulais entendre Mariano sur le rôle des parents en tant qu'enseignant. Tu es confronté aussi à ces parents. Est-ce que tu entends, tu vois ces carences éducatives ou les difficultés qu'ils ont? Oui, les carences, elles existent. Il me semble qu'à une époque, on parlait de l'école des parents. Maintenant, si le politique met un dispositif en complément du Farid Mahaou, qui apparemment a déjà beaucoup de travail, c'est sûr que, comme Henry le disait, on a des jeunes parents, parfois 15-16 ans, qui ont des enfants jeunes. Et parfois, c'est les grands-parents qui se retrouvent à gérer les enfants. Mais des fois, papy, mamie, ils ont 50, 55 ans, ils n'ont plus la fleur de l'âge. Donc, ils font du mieux. Avec ce qui se passe aussi parfois aujourd'hui. Ils font du mieux qu'ils peuvent, mais voilà, avec les moyens qui sont les leurs. Donc, oui, c'est sûr qu'il faut peut-être réfléchir à la mise en place d'une nouvelle institution pour accompagner les parents qui ont du mal. Et ça serait une bonne chose. Après, au niveau du second degré, il faut dire que nous, les difficultés qu'on rencontre par rapport aux parents, c'est que souvent on a du mal à avoir un parent en face, ne serait-ce qu'aux rencontres parents-professeurs. Donc, encore une fois, c'est la question du temps que l'on donne aussi, peut-être du coup dans ce... C'est une forme de connexion. Aujourd'hui, on est connecté via les réseaux sociaux. Tout autour des réseaux sociaux. En fait, peut-être à un moment donné, il va falloir se poser la question de se reconnecter à notre monde et se reconnecter à nos enfants. Parce que ce besoin, il existe aussi. Et si l'enfant ne trouve pas la connexion qu'il a besoin dans ce monde réel, il va le chercher sur les réseaux sociaux. Oui. Et derrière, ça mène à tout ce qu'on a dit, réseaux sociaux, harcèlement par message privé et compagnie. Et peut-être à l'issue un drame, quoi. Oui, je voulais reprendre ce que tu disais, Iris. Tu as tout à fait raison. Quand l'enfant rentre à la maison, c'est pas qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui et à peine écouté, ou c'est quoi tes notes? Non. Les téléphones. Tu vas m'expliquer ta journée. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Qu'est-ce que tu as mangé? Au fait, qu'est-ce que tu as fait dans tel cours? Déjà, c'est important. Dès lors qu'on passe un peu de temps, on crée cette confiance et surtout qu'on ose parler de tout. Parce que là aussi, à un moment, à un certain âge, on ne parle plus de certaines choses et ce sont des choses essentielles. Il faut les expliquer parce que justement, avoir des enfants très tôt, ça existe et on ne va pas le nier. En revanche, comment on va accompagner? Comment on va accompagner grand-père, grand-mère qui va s'en occuper? Parce que le plus important aussi dans tout ça, c'est que nos enfants aillent à l'école, obtiennent une qualification, s'insèrent professionnellement et puissent se prendre en charge. Et donc, tout ce système fait qu'à un moment, tu nous l'as dit, si on n'a pas d'écoute, on va aller dans l'irréel. Et l'irréel, c'est notre téléphone qui va aller sur certaines pages, qui nous fait rêver. Et puis, tout à l'heure, tu disais, on est grosse, on est ceci, on est cela. Et en gros, on aurait pu imaginer qu'on ne se regarde pas de cette manière. Parce que nous sommes assez libres dans notre façon d'être et de vivre ici. Et non, aujourd'hui, on regarde l'autre comment il est.
s'il a la couleur de On se peau un juge. petit peu plus On se claire, juge etc. plus que C'est- jamais. Et on c'est ne bien devrait dommage, plus hein. être dans cette situation. On devrait vivre tous ensemble. Alors, on devrait, mais ce n'est pas la réalité. C'est pas Aujourd'hui- encore la réalité. non. On va essayer. Les réseaux sociaux, c'est le règne du jugement et en plus sous couvert d'anonymat. Enfin, Ben, aujourd'hui, je pense que pour les jeunes, c'est plus d'être premier en sport ou d'être. Non, ouais. Non. Aujourd'hui, C'est c'est d'être d'avoir le vu. plus de likes possible sur ma vidéo TikTok, quoi. Mm. C'est l'instantané, c'est l'artificiel. Être vu et reconnu via C'est le sentiment le que nombre j'ai, de moi. likes. Hein. Voilà. Ben, même nous, adultes, hein, il faut le dire, des fois aussi. Bon. Alors, je me dis, peut-être que les profs doivent faire leurs cours, devraient faire TikTok. leurs cours sur TikTok. Il y a Mais- tout le monde dessus. Il y a un sujet aussi, par rapport au harcèlement qu'on n'a pas encore, dont on n'a pas encore parlé, c'est lorsque l'enseignant, lui, est le harceleur. harceleur. Parce que Ça existe. ça existe. Moi, personnellement, j'ai perdu ma confiance en moi parce que mon enseignante n'arrêtait pas de m'humilier, hein, quand j'étais en primaire. Et c'est bien plus tard que j'ai compris que c'était pas Mm. bien, qu'elle n'avait pas le droit de faire ça, etc. hein. Mais ça, c'est un sujet aussi dont on parle pas beaucoup, pas assez. Alors, déjà, le harcèlement Entre élèves. c'est entre compliqué. élèves, Mm. c'est compliqué. On a du mal à avoir les informations et avoir les solutions, etc. Alors, j'imagine pas. C'est surtout comment prouver que l'enseignant est harceleur parce qu'il faut se baser sur la parole des enfants. Exact. Est-ce que la parole des enfants va être prise en compte? C'est pour ça qu'il faut un numéro vert. Ouais. Enfin, c'est pour ça qu'il y a ce dispositif-là mis en Oui. place, un numéro de téléphone au moins qui devrait être 24 heures, fonctionner sur 24 heures sur 24. Comme ça, ce soir, les parents puissent au moins avoir un interlocuteur à l'autre bout. Je vais faire un petit dernier tour de table. Maïhanou, pardon. Moi, il y a quelque chose que Henry disait tout à l'heure par rapport, je crois, à l'assemblée des élèves, qui est très intéressant. Oui. Et parler de mettre en place une boîte. La problématique du harcèlement, c'est qu'il faut pouvoir la prouver. À partir du moment où il y a des traces écrites à quelque part, les gens ne peuvent plus faire marche arrière. Moi, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra mettre en place pour que justement les élèves puissent laisser des traces et pouvoir expliquer qu'à un moment donné, il y avait ça. Ils ne savaient pas que c'était du harcèlement, Mm. mais ça a existé et voilà, il y a des traces à quelque part. Dans des écoles, il existe déjà des boîtes. Alors, ça s'appelle boîte papillon ou ça pourrait s'appeler n'importe comment. Mais dans les écoles, hein, je parle bien. Ouais. Et tu as raison. Donc, le généraliser peut-être. alors. C'est aussi toute une politique. Mais quand je dis le ensemble, c'est pas que dans l'école. C'est aussi en dehors, dans des lieux stratégiques. À la où mairie. où on a besoin d'aller s'exprimer peut-être à un moment. On parlait du Farid Tamaho, mais j'ai aussi le centre d'information et d'orientation avec les psychologues de l'éducation qui sont très à l'écoute. Ce qui est compliqué quand même pour les élèves, les parents dans les îles qui n'ont pas forcément accès. Alors, ils ont les psychologues de l'éducation du premier degré qui, eux, sont implantés directement dans les archipels éloignés et les psychologues de second degré font des missions, mais ils travaillent tous ensemble. Simplement, il est vrai qu'on peut être dans une île un peu plus éloignée et malheureusement pas avoir ce contact. Et comme tu le disais, nous, c'est aussi notre politique, c'est d'aller plus loin. Oui. Mais ça ne peut pas être que l'éducation. L'éducation Ça peut doit pas être tout un faire. ensemble d'acteurs et une politique globale que nous souhaitons mener pour tous nos Polynésiens, Polynésiennes. Alors, comme je disais, il nous reste à peu près 3 minutes. Ah bah alors, Je voulais faire un dernier tour de table. Si vous aviez une seule mesure à prendre pour endiguer la violence à l'école demain, laquelle serait-ce? Voilà. Nathalie. oh là là, ça commence par moi. Une mesure phare. Une mesure phare pour moi, c'est l'accompagnement et la formation de tous, c'est-à-dire autant des enseignants que de nos enfants et de tout Et des parents. acteur On l'a dit. de la communauté éducative. Maïhanou, Mettre en place des cours d'empathie ou des cours de communication non violente. gestion des Parce émotions. que c'est ça la base de tout. Mm. C'est gérer ses émotions et savoir se mettre à la place de l'autre. Parce que si on sait se mettre à la place de l'autre, on sait qu'on n'aimerait pas se faire taper, donc on ne tape pas. Ou insulter. Exactement. Iris? Je dirais de mettre en place des cours vraiment de développement personnel pour que
chacun, aussi bien les parents, les élèves, les enseignants, etc., pour que chacun déjà puisse s'identifier tout d'abord en tant qu'être humain et connaître ses propres besoins, etc., et pour permettre ensuite aux élèves de se reconnaître un petit peu, de savoir qui ils sont, et voilà, hein, pour pouvoir mieux évoluer. Et enfin, Renoui. Depuis le début, mettre en place un vrai plan anti-harcèlement, anti-violence scolaire, qui réunirait tous les acteurs du monde éducatif. Focaliser sur la formation déjà initiale des enseignants. J'ai été voir l'INSPE et il me semble qu'ils sont juste sensibilisés à la question. Là, je pense qu'il faut vraiment des cours. D'ailleurs, au niveau de l'État, de l'éducation nationale, il y a déjà tout ce qu'il faut. Il faut déjà s'en imprégner et nous, créer notre propre plan et aussi ouvrir davantage d'écoles déjà, mais surtout les établissements du second degré aux parents d'élèves qui soient beaucoup plus acteurs dans le fonctionnement même des établissements et aussi il y a les conseils de vie lycéennes, conseils de vie collégiennes et peut-être qu'on devait mettre en place le conseil de vie des cycles 3 pour que les élèves aussi puissent définir qu'est-ce qui est mieux pour eux, pour le bien-être dans leur établissement. Eux aussi ont de très bonnes idées, on l'a vu avec l'Assemblée junior. Tout le monde doit y participer, quoi. Que les parents rejoignent les associations de parents d'élèves. Les médias aussi devraient aussi parler de ça, mais plus informer la population comment agir, un village pour élever un enfant. Comment accompagner tout le monde, en fait. C'est très vrai. Que tout le monde y participe. Je vais juste rappeler donc la page Facebook Stop Harcèlement PF pour que les parents puissent trouver le processus, le protocole à suivre. Évidemment, la DG2E reste ouverte à tous pour avoir un peu plus d'informations. Donc, n'hésitez pas, il y a des solutions. Tu l'as dit, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Les institutions, les parents, les enseignants sont tous impliqués. La violence, c'est un fléau qui nous touche tous aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il existe des solutions pour offrir aux jeunes un environnement sûr et sain à l'école. Merci à tous les quatre pour votre éclairage ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, même heure, même chaîne, pour un nouveau débrief.